Suis-je le seul à avoir longtemps ignoré qu'Haïti, ou plutôt la colonie française de Saint-Domingue, a généré, à une certaine époque, plus de richesses à l'exportation que les jeunes États-Unis? C'est une affirmation qui peut paraître stupéfiante aujourd'hui, mais qui, à la veille de la Révolution française, était une réalité économique incontestable. En 1789, la valeur des biens produits et exportés par cette petite colonie dépassait largement celle de toute la nation américaine. C'est une histoire de richesse extrême, bâtie sur un système d'une brutalité sans nom, et dont les conséquences se font encore sentir. Pour comprendre comment cette petite partie de l'île d'Hispaniola est devenue la colonie la plus rentable du monde, il faut d'abord la situer. Saint-Domingue occupait le tiers occidental de l'île, une position stratégique au cœur des Caraïbes. C'était un carrefour naturel, parfaitement placé sur les routes du commerce transatlantique. Les vents alizés et les courants marins, comme le Gulf Stream, facilitaient le voyage des navires lourdement chargés vers les ports européens. Son climat tropical et ses plaines fertiles, notamment la plaine du Nord et la plaine du cul-de-sac, étaient un terreau idéal pour l'agriculture de plantation à grande échelle, une véritable usine à ciel ouvert. La société y était rigoureusement et violemment stratifiée, une pyramide humaine conçue pour l'extraction de richesses. Au sommet, une petite élite de grands propriétaires blancs, les grands blancs, souvent absents, vivant dans le luxe en France et gérant leurs plantations à distance. En dessous, les petits blancs, artisans, commerçants, soldats et superviseurs, qui nourrissaient souvent du ressentiment envers l'élite et craignaient la classe en dessous. Il y avait aussi une classe grandissante et complexe de gens de couleur libre, les affranchis, qui comptaient environ 28 000 personnes. Certains étaient très riches, possédaient eux-mêmes des terres et des esclaves, mais subissaient une discrimination raciale systématique. Et tout en bas, formant près de 90% de la population, une immense main-d'œuvre de près d'un demi-million d'esclaves africains, le moteur silencieux et exploité de cette incroyable machine à profit. Voici pourquoi c'est important. L'histoire de la richesse de Saint-Domingue n'est pas seulement une anecdote économique, c'est une leçon fondamentale sur la nature du capitalisme colonial. Elle nous montre comment une richesse extrême peut être générée en un temps record, mais aussi à quel prix. C'est l'histoire d'un système qui a transformé des êtres humains en marchandises et des terres fertiles en zones de production intensive, avec des coûts humains et écologiques dévastateurs qui résonnent encore aujourd'hui. Le pilier de cette économie, son cœur battant, était le sucre. Saint-Domingue produisait des quantités astronomiques de sucre. Ce n'était pas une simple production, c'était une véritable industrie de pointe pour l'époque. La révolution du sucre avait transformé le paysage, couvrant les plaines de champs de canne à perte de vue. En 1789, la colonie fournissait environ 40% du sucre brut et raffiné consommé en Europe. C'était l'or blanc du XVIIIe siècle, une denrée de luxe devenue un produit de consommation de masse, et Saint-Domingue en était le principal fournisseur mondial, dictant les prix sur les marchés de Londres, à Paris. Les plantations, véritables complexes agro-industriels, utilisaient les technologies les plus avancées de l'époque, des moulins à eau ou à animaux, fonctionnant jour et nuit pendant la récolte, la roulaison. Elles produisaient non seulement du sucre brut, le muscovado, destiné aux raffineries européennes, mais aussi un sucre semi-raffiné de très haute qualité, le sucre terré. Ce dernier était obtenu par un processus de terrage, où une couche d'argile humide était appliquée sur des pains de sucre, l'eau s'écoulant lentement à travers pour enlever la mélasse et le blanchir. Ce procédé augmentait considérablement sa valeur et permettait aux planteurs de capter une plus grande part des profits. Mais le sucre n'était pas seul. La colonie produisait aussi d'énormes quantités de café. Si le sucre dominait les plaines, le café prospérait sur les pentes des montagnes, une culture plus récente mais dont l'expansion fut fulgurante. Moins capitalistique que le sucre, le café permettait à de plus petits propriétaires, y compris des affranchis, de participer à l'économie d'exportation. À la fin des années 1780, Saint-Domingue était devenu le leader incontesté du marché du café, produisant environ 60% du café consommé dans le monde. Cette double domination, sur le sucre et le café, en plus de l'indigo et du coton, donnait à la colonie un poids économique sans équivalent. Cette productivité phénoménale reposait entièrement sur un système d'une brutalité inouïe. L'esclavage de masse. La population d'esclaves dépassait les 500 000 personnes à la veille de la Révolution, pour seulement 70 000 blancs et affranchis réunis. Le taux de mortalité était si effroyable, notamment sur les plantations sucrières, où le travail était éreintant et dangereux,
que la population ne pouvait se maintenir naturellement. La durée de vie moyenne d'un esclave fraîchement arrivé d'Afrique et affecté à une sucrerie ne dépassait parfois pas quelques années. Le système était si mortifère qu'il était démographiquement déficitaire. Il consommait littéralement des vies humaines pour fonctionner. Pour compenser ces pertes humaines et répondre à la demande croissante de main-d'œuvre, la traite négrière transatlantique tournait à plein régime. Chaque année, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient capturés en Afrique, vendus dans des ports comme Ouidah ou Loango et déportés dans les conditions abominables du passage du milieu. En 1787 seulement, près de 30 000 captifs furent importés légalement dans la colonie, sans compter la contrebande. C'est ce flux constant et massif de vies humaines, traitées comme des marchandises, qui alimentait la fournaise économique de Saint-Domingue. Toute cette production convergeait vers les ports florissants de la colonie, principalement Cap-Français, surnommé le Paris des Antilles pour son opulence et sa vie culturelle, et Port-au-Prince. La France réalisait un commerce colossal avec Saint-Domingue, encadré par le système de l'exclusif. Ce pacte colonial obligeait la colonie à exporter ses denrées uniquement vers la métropole et à importer uniquement des produits français, garantissant ainsi que la quasi-totalité des profits revenait à la France. En 1788, la valeur des exportations de Saint-Domingue vers la France s'élevait à plus de 135 millions de livres tournois. Pour mettre ce chiffre en perspective, comparons-le à celui des jeunes États-Unis. À la même époque, la totalité des exportations des 13 États américains réunis était estimée à environ 25 millions de dollars, soit environ 5 millions de livres sterling. Celle de Saint-Domingue, à elle seule, s'élevait à près de 11 millions de livres sterling, en convertissant les livres tournois. La petite colonie française exportait donc plus du double de la jeune nation américaine. En termes de commerce total, importation et exportation confondues, Saint-Domingue générait une activité économique encore plus disproportionnée. Cette activité générait un trafic maritime sans précédent. Les ports de Saint-Domingue accueillaient plus de 1500 navires par an, un chiffre colossal pour l'époque, en provenance de France, d'Afrique et, malgré l'interdiction, d'Amérique du Nord pour la contrebande de farine et de bois. Le commerce avec la France était si dense que plus de 750 vaisseaux, soit environ un tiers de la flotte marchande française long courrier, étaient affectés exclusivement à cette liaison vitale. Bâtie sur un esclavage brutal dans les plantations, cette colonie a généré une richesse immense, non seulement pour les planteurs, mais pour toute l'économie française et même européenne. Les grands ports de l'Atlantique, comme Bordeaux, Nantes et Marseille, prospéraient grâce au raffinage du sucre, à la réexportation du café et à l'armement des navires, y compris les navires négriers. Des banquiers, des assureurs, des financiers à Paris et à Lyon, et des milliers d'artisans en France tiraient à leurs revenus de ce commerce colonial. On estime qu'à la veille de la Révolution, près d'un tiers du commerce extérieur de la France dépendait directement de sa perle des Antilles, Saint-Domingue. Mais sous cette façade de prospérité, les tensions étaient extrêmes et le système était intrinsèquement instable. L'inégalité était abyssale. La résistance des esclaves était constante et multiforme, du sabotage des outils et des récoltes à l'empoisonnement, en passant par les fuites pour former des communautés de marrons dans les montagnes difficiles d'accès. Le « Code noir » de 1685, censé réguler l'esclavage et limiter les châtiments, était largement ignoré au profit d'une discipline de fer et d'une terreur quotidienne. De plus, les affranchis, bien que parfois riches, se voyaient refuser les droits civiques et subissaient une discrimination raciale humiliante, créant un ressentiment profond et une volonté de changement. Ce système, poussé à son paroxysme de productivité et de brutalité, était une poudrière sociale. En août 1791, les échos de la Révolution française et de sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parviennent aux Antilles, laissant espérer la liberté. C'est alors que la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire éclata dans la plaine du Nord. Ce fut le début de la Révolution haïtienne, une lutte complexe et sanglante de 13 ans. La guerre, les invasions espagnoles et britanniques et les blocus économiques ont complètement anéanti le système de plantation. La production s'est effondrée, les champs ont été brûlés, et la machine économique s'est brisée. Après plus d'une décennie de lutte acharnée, l'indépendance d'Haïti fut proclamée le 1er janvier 1804. La première république noire du monde était née. Mais la nouvelle nation était un paria international, isolé diplomatiquement et économiquement. En 1825, sous la menace d'une invasion militaire, la France lui imposa une dette colossale de 150 millions de francs or en échange de la reconnaissance de son indépendance.
C'était une rançon, destinée à dédommager les anciens colons pour la perte de leurs biens, c'est-à-dire les terres et les esclaves. Cette dette a paralysé l'économie haïtienne pendant plus d'un siècle, détournant ses maigres ressources vers le remboursement plutôt que vers le développement. Pendant ce temps, d'autres pays comme Cuba et le Brésil prenèrent le relais sur les marchés du sucre et du café, en utilisant le même modèle basé sur l'esclavage. La perle des Antilles, autrefois la source d'une richesse inouïe pour l'Europe, s'est retrouvée à payer pour sa propre liberté, un fardeau qui a profondément marqué son histoire et son présent.